Upper rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, troisième partie d'une émission spéciale autour de Farouk Beloufa et de son film Nehla. On a pu écouter dans un premier temps Saad Chakali et Olivier Adouchi qui sont revenus sur ce film qui est très important dans leur rapport à la cinéphilie, mais aussi le rapport au cinéma d'Afrique et des pays arabes. Il y a beaucoup de choses, à l'histoire aussi avec un grand H. Je rappelle que Olivier Adouchi est programmateur et historien du cinéma et que Saad Chakali est écrivain et anime un blog qui s'appelle Des Nouvelles du Front en compagnie d'Alexia Roux. La deuxième émission était consacrée à... parce qu'une troisième personne vient d'arriver, donc je la mets directement dans le studio. Donc je disais que la deuxième émission, on avait écouté Adlen Mehdi, qui est journaliste et écrivain algérien, qui vit en Algérie, à Alger, et qui nous a beaucoup parlé donc de son rapport avec ce film. Et aujourd'hui, c'est une expérience que je voulais tenter de proposer à quelques personnes de voir ce film. Je pense que ces personnes en l'occurrence n'ont jamais vu ce film, donc ça a été pour eux une découverte de ce cinéma-là, peut-être même aussi des cinémas d'Afrique et des pays arabes. Et ces trois personnes, vous les connaissez, ils sont déjà venus assez souvent chez Microciné. Tout d'abord Pierre et Michael qui animent une chaîne YouTube qui s'appelle La Table en Formica. Pierre et Michael, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, ça fait du bien de parler de cinéma, de revenir sur Microciné. Et toi, Michael, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Toujours agréable de venir parler de cinéma avec toi et avec Arto aussi. Bon, et Artopolis qui fait partie d'un groupe de podcasteurs le podcast se nomme Scope. On les avait déjà vus chez Microciné et Nicolas est revenu de temps en temps aussi pour parler de choses, en l'occurrence de La Jeune Fille et l'Araignée, avec qui on avait discuté avec Pierre, Michael et Lucas, et puis qui est revenu, qui avait parlé aussi, qui avait participé à l'émission Parole. Le poster est toujours derrière moi. Le poster est toujours derrière moi. Oui, il est beau. Le poster de La Jeune Fille et l'Araignée. Et j'avais aussi chez moi. Et il avait trouvé sa place chez toi. J'avais convié aussi deux autres personnes qui malheureusement n'ont pas pu venir, qui étaient Romain Rimbaud, que vous connaissez, qui était venu pour parler et David Cronenberg, mais du film Le Prestige, et qui va venir bientôt pour parler de Dario Argento, mais ça sera au mois de janvier. Et il y avait aussi Lucas Rebois, qui est l'une des 4 personnes du podcast Cop, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement. En tout cas, je les salue, et je salue aussi Borat et Archimède Kebab, qui sont 2 personnes qui travaillent aussi pour Scope, le podcast. Bon, alors, donc l'idée était de vous montrer ce film, Nehla, réalisé en 79. On a beaucoup parlé de ce film, du synopsis, de la genèse aussi, dans les 2 précédentes émissions, donc je ne vais pas y revenir, et je vais continuer, je vais tout de suite, d'emblée, vous poser cette question, après avoir vu ce film, juste... non pas un avis, mais juste quelle a été votre sensation avant qu'on commence à en parler de manière beaucoup plus développée. Quelle a été la sensation que vous avez eue à la fin du film? Je commencerai par Pierre, qui est juste à côté de moi. De la fatigue, parce que je l'ai vu tard. Non, plus sérieusement, c'est déconcertant. C'est déconcertant. Mais dans le bon sens du terme, dans le très bon sens du terme. C'est un film qui m'a... Alors, comment dire? C'est compliqué de mettre des mots dessus, là, comme ça. Disons qu'il y a quelque chose... une forme de chaos dans le film qui m'a beaucoup... Une forme de chaos qui m'a beaucoup parlé, surtout de dépaysement, parce que le Liban, c'est quelque chose... C'est un pays que je connais pas du tout. Les cinémas d'Afrique en général, c'est des cinémas que je ne connais pas du tout, ni même les cultures. C'est un monde qui m'est complètement étranger en fait. Et je me suis retrouvé plongé là-dedans. Et il me semble que le Liban, je crois que le seul truc que je sais vraiment dessus, c'est
La seule fois où j'ai été plongé dans cet univers, il me semble que c'était en 2021 avec un autre film qui s'appelait, un très très beau film qui s'appelle Sous le ciel d'Alice, dont j'ai plus le nom de la réalisatrice, mais qui était un magnifique film de cette année. Et c'est la seule fois où j'ai été plongé dans ce monde-là, et ça m'y a remis un peu, mais d'une manière très différente. Et voilà, c'était un dépaysement, un agréable dépaysement, et je l'ai vu hier. C'est vrai que je sais pas encore trop quoi en penser, c'est pour ça que je bégaye un peu. D'accord. Alors juste dans le bon sens du terme, et je sais que je comprends que ce soit un film important. Alors juste dire que la cinématographie libanaise est plutôt beaucoup plus située dans la région arabe. Donc c'est plutôt les cinémas d'arabe et du Moyen et du Proche-Orient. Donc d'accord. Michael, pour toi, ce serait quoi quelle a été ta première sensation? Alors, à la fin du film, j'ai pas eu de sensation particulière en fait. J'ai l'impression d'avoir un peu tout dépensé dans le film. C'est-à-dire que j'étais un peu, je sais pas, c'est compliqué à mettre des mots là-dessus. Je vais pas porter beaucoup plus de choses au public que Pierre, mais ouais, c'était particulier. C'était un espèce de moment en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir un film qui discute en fait, parce que j'ai vraiment vu un film en fait où la caméra est aussi où un metteur en scène assume autant sa caméra en fait dans la mise en scène. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que Beloufa, il discutait avec moi pendant le film en fait, il discutait un peu avec le spectateur. Et donc c'est très particulier comme type de mise en scène, et en même temps c'est fascinant. Donc la fascination, voilà, ce serait ça l'état émotionnel dans lequel je suis resté à la fin du film. Juste très si je peux me troublant. permettre, avant que vas-y. on parle, Sous le Vas-y, ciel je t'en prie. d'Alice, c'est réalisé par Chloé Maslow. Voilà, C'est je pas peux ce le dire. film c'est pas ce film qui raconte l'histoire d'une femme qui n'est pas libanaise et qui rencontre un Libanais et Ouais. elle va au Liban pour vivre avec lui. Et je crois que voilà, voilà, c'est une Suisse qui rencontre un astrophysicien libanais qui va vivre au Liban avec lui, D'accord. et la guerre éclate, et on retrouve quelque chose mais c'est une ambiance très particulière, presque légère, et c'est un film qui a un truc un peu à la Gondry dans le côté manufacturé, et c'est vraiment un très très beau film que je vous incite tous à voir. et si tu pouvais me donner le nom de l'acteur qui joue le rôle de son mari. Je crois que c'est c'est un grand dramaturge libanais qui avait en plus de cela je crois, écrit cette pièce de théâtre dont s'est inspiré Denis Villeneuve pour faire Incident. Alors, si je me trompe il pas. s'appelle Wajdi Mouawad, si je le Wadji Mouawad, voilà, exactement. Donc c'est un grand acteur et dramaturge. Et il avait fait une pièce de théâtre pour le coup. Vos mots utilisés par rapport à Nahla sont saisissants et assez étonnants. Et on va en parler. Arto, à toi. Alors, moi, j'ai déjà eu un premier contact avec le cinéma libanais, en tout cas le cinéma qui met en scène le Liban, avec un film que j'avais adoré, que j'avais vu au cinéma, parce qu'en fait, juste pour faire un petit parallèle avec ma vie personnelle, dans ma famille, en fait, j'ai des personnes qui font partie d'Espérance Liban à Brive, qui était une association qui essayait d'aider le Liban, en fait, l'association caritative, et à l'occasion donc d'une séance de film organisée par cette organisation, j'avais pu voir Et maintenant on va où, que j'avais beaucoup aimé, de Nadine Baki, voilà, qui est un beau film. Alors j'ai pas vu son tout dernier, il paraît qu'il est assez critiqué, bon. Mais en tout cas, Et maintenant on va où m'avait touché, parce que la situation du Liban m'a toujours assez touché, surtout que c'est un pays qui a une espèce de malchance d'être prisonnier, même géographiquement, d'un conflit millénaire, quoi. Et c'est ça c'est ce qui est d'ailleurs rappelé dans le film dont on va parler. Et concernant le film donc, que tu nous as proposé, j'ai une forme déjà une sensation de peur par rapport à ce qui arrive, parce que on va revenir dessus, mais il y a des séquences de violence qui sont quand même assez fortes.
qui sont assez marquantes. Et moi, la violence au cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse, et surtout la façon dont on va la montrer. Et il y a aussi une forme de tristesse, parce que lié au fait que les personnages, à la fin, ils savent pas trop où ils vont en fait. Et tout ce qui reste finalement, c'est qu'une image de télévision. Et c'est plus du tout les personnages, c'est les gens qui regardent l'avenir. Et je trouve ça profondément triste, surtout quand on sait le fameux destin du Liban après. Et moi, ça me rend triste. En même temps, il y a une forme de joie parce qu'à la fin, avec ces personnages de trois femmes qui rythment le film, hein, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, il y a une forme d'alchimie entre elles, et j'aime bien leur destin, même si forcément la chanteuse doit partir en fait. Mais il y a une forme de... Voilà, moi ça m'a touché vraiment, ce destin-là de trois personnages. Mais c'est un truc que je retrouve souvent dans le cinéma d'Afrique et même du Moyen-Orient. C'est un véritable amour des personnages, et surtout une forme de douceur. On avait parlé l'autre fois, Samir, d'un autre film africain dont j'ai perdu le nom, c'est Yahaba, par exemple, c'était ça? Oui. C'est Voilà, Yahaba par du exemple. Traoré, ouais. Voilà, mais moi je trouve vraiment que ce sont des films qui arrivent à capter l'essence de leurs personnages, et j'aime beaucoup ça. Et j'aime les personnages au cinéma, et là pour le coup je trouve que c'est une vraie réussite là-dessus, ce film dont on va parler. Il y a, il y a quelque chose qui revient souvent dans vos propos, et il y a le fait que c'est un film dont vous avez cette impression qu'il vous tutoie. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est plutôt voilà, un cinéma qui tutoie le spectateur. Et donc, parce que vous sentez aussi la présence de cette caméra. Là, je ne vais pas, comment dire, distribuer qui doit parler ou pas. Vous prenez la conversation, enfin voilà, vous prenez la parole quand vous le semblez. Est-ce que cette manière de filmer, donc cette possibilité d'avoir l'impression d'être à côté de Beloufa, ou alors que Beloufa vous parle à vous, rien qu'à vous, cette manière aussi cette possibilité aussi de voir constamment cette caméra en mouvement, test de vitesse de rapidité d'exécution, est-ce que c'est quelque chose qui par rapport, et Dieu sait que vous avez vu, Mickaël va revenir, il a quelques petits soucis techniques, mais il vient, il revient, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que cette configuration filmique, est-ce que c'est quelque chose, et je sais que vous êtes en train de construire votre propre histoire du cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné, ou alors plutôt déstabilisé? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans Nandahar, c'est ce qui m'a fait rentrer dans le film, et c'est le cas de le dire, c'est le parti pris de la scène d'introduction, de rentrer dans la caméra, dans le plan la fin du générique qui rentre littéralement dans l'objectif de la caméra, et ce qui m'a fasciné chez Beloufa, et je m'y attendais pas, mais c'est ce qui m'a... En fait, je sais pas si ça m'a déstabilisé ou même si ça m'a surpris, ça m'a juste agrippé. C'est la symbiose que Beloufa crée entre le spectateur et la caméra. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être à côté de Beloufa, j'ai pas l'impression qu'il me parle, et j'ai l'impression que mon œil se confond avec l'objectif de sa caméra. C'est de ça que j'ai l'impression, et c'est pour ça que je pense que pour moi le plus bel instant du film, c'est cet instant où on a le personnage de Larbi qui est joué par un acteur dont le nom m'échappe, Youssef Zaya. Youssef Zaya, qui est le photographe, et il y a un moment relativement au début du film, ça doit être dans les 20-30 premières minutes, où il se retrouve dans ce camp de réfugiés palestiniens avec cette militante qui s'appelle Inde, et à un moment il prend son appareil, et d'un seul coup on est dans le point de vue de l'appareil, on voit l'appareil déambuler dans les ruelles. Voilà, cet appareil tremblant qui déambule dans les ruelles avec les murs tagués, et j'ai trouvé ça, cette manière qu'il a de confondre le regard du spectateur avec celui de la machine, comme si le spectateur devenait une caméra témoin d'une certaine manière. Et c'est quelque chose, moi ça m'a toujours intéressé, la symbiose qui pouvait se créer par le cinéma entre l'humanité du spectateur et le point de vue si particulier des machines qui servent à capter
à prendre Ouais. le réel. Ça m'a toujours intéressé, c'est quelque chose qui m'a fasciné, notamment cette année, dans le plus beau film de cette année, qui est Memoria d'Apichatpong vers Cool, Ouais. et dont on parlera, quoi, dont on finira bien par parler un jour. Et voilà, cette symbiose qui s'opère entre la caméra et le spectateur, c'est quelque chose qui m'a agrippé directement et qui ensuite m'a permis de me projeter dans tous ces personnages, en fait, par le biais de cette machine qui est en fait un témoin. Ouais, c'est une caméra témoin qui déambule et qui crée un regard vraiment singulier. C'est pas un point de vue. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir le regard, un œil humain qui filmait. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce regard mécanique, mais pas mécanique dans le sens froid, hein, mécanique dans le sens étrange, dans le sens singulier, vraiment un regard qui est en dehors de l'humanité, mais du coup qui arrive à la saisir avec plus de justesse que le regard de n'importe quel humain par son aspect étranger, finalement. C'est finalement dans le regard de l'autre, c'est ce qui permet de capter le mieux l'humanité. Alors juste, je ne sais pas si tu avais entendu la question, Michael, parce que je crois que tu es parti au moment où je la posais. Juste, comment? Oui, j'ai eu un léger problème de connexion en fait à ce moment-là, ça m'a déconnecté, mais j'ai entendu les questions par bride. Tu as répondu, d'accord, ok, bon, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, soit Nico, soit Michael, allez-y, je vous en prie. Ben, j'ai rebondir sur ce que disait Pierre. Moi, c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, ce qui m'a un peu dérouté, et en même temps, c'est pas du tout un aspect négatif. J'aime bien quand les films me déroutent et me perdent. Je préfère largement quand un film me perd qu'être confortablement dans un fauteuil ou au cinéma pour subir le film plus que de vraiment d'être... Parce que là, vraiment, le film, je trouve qu'il nous met... par ce regard un peu mécanique, mais pas forcément mécanique en effet, enfin pas froid, comme le disait Pierre, mais plutôt un regard complètement omniscient, quoi. C'est vraiment... parce que finalement, les personnages... moi, alors... C'est pas un film théâtral, mais disons que ça donne une espèce de truc qu'on retrouve au théâtre, qui est cette idée que c'est une installation qu'on va suivre pendant plusieurs heures et qui va se dérouler devant nous, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose de... Les images se déroulent vraiment d'une manière assez rapide et en même temps très neutre. C'est nous qui interprétons. Parce que même les séquences où on voit les personnes qui se révoltent, les conflits en fait, qui sont filmés d'ailleurs de manière très violente, mais en même temps, quand on voit les réactions des gens, quand on entend par exemple la scène avec le bus, enfin, on voit pas le bus, mais il est évoqué, la fusillade dans le bus est évoquée à l'hôpital. Tout ce chaos-là est tellement explosif et tellement violent et terrifiant qu'on ne peut pas prendre position face à ça parce qu'il n'y a pas de volonté de nous comment dire, de nous imposer une idée, de nous imposer un jugement sur ces conflits-là, parce que donc en fait le film, on l'a pas rappelé, mais parle de la guerre civile qui se passe pendant plusieurs années au Liban et qui a fait énormément de morts, cette guerre civile. Et justement, je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on a quelqu'un qui est algérien, qui va venir dans ce pays-là pour photographier, pour voir ce qui se passe. Et malgré le fait qu'on ait un regard extérieur, je trouve que le regard extérieur n'est jamais influencé par cet aspect d'extranéité, justement, ce caractère extérieur, tout simplement. Il n'y a pas de jugement de la part du photographe, finalement, je trouve. Même à un moment, d'ailleurs, le photographe, il n'arrive même plus à prendre des photos. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a des moments où par exemple, il y a un moment où ils sont obligés de fuir en voiture. Et d'ailleurs, cette séquence m'impressionne parce que c'est une séquence qui a un montage très très cut. Et en même temps, on comprend très bien ce qui se passe. Et il fuit le conflit. C'est un peu avant le dernier acte du film. Et il fuit en voiture. Et là, on a un paf, on a silence. On a un silence parce qu'il n'arrive plus à parler, quoi. Oui, et puis quand il essaie de prendre une photo après s'être mis à l'abri, il se prend une balle dans l'œil à travers l'appareil photo. Effectivement. Voilà.
Donc c'est impossible. En fait, ça montre bien que ce conflit est tellement compliqué et tellement chaotique que c'est compliqué de pouvoir avoir un avis là-dessus. Et je vais prendre un exemple avec un autre film. Alors, qui va être un peu, ça va paraître bizarre comme comparaison, mais j'aime bien faire des comparaisons bizarres. C'est une comparaison avec. En plus, je suis en train de lire le livre donc qui a été adapté. C'est une comparaison avec les harmonies Werkmeister. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les harmonies Werkmeister, pour pas trop gâcher le film à ceux qui n'ont pas vu encore, il y a une forme de révolte qui explose à un moment dans le film. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi elle est là. On ne fait que la subir en fait. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve euh, euh, que dans le film Nala, justement, il y a cette idée aussi de plus subir ce chaos-là. C'est un chaos qui arrive comme ça, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la séquence où Nala arrête de chanter et qu'il y a cette espèce de flash lumineux, ce flash lumineux, ce plan-là, ça peut évoquer les plans qui vont s'ouvrir à la fin, qui montrent les tirs de lance-roquettes, en fait. Comme si elle avait pressenti ce qui allait arriver. Et d'ailleurs, encore une fois, ça évoque forcément et également les harmonies Werkmeister où disons que l'équilibre de la vie en communauté de la ville, en fait, se base sur une personne ou un objet. Dans les harmonies Werkmeister, c'est la baleine. Et dans Nahlas, bah, c'est Nahla elle-même, en fait. Parce que justement, c'est dès qu'elle a perdu sa voix qu'il va y avoir un problème. Parce que Nahla, c'est un produit du système libanais à la fois. Parce qu'il y a même un moment où je crois qu'elle est accusée de collaborer avec les fascistes, un truc comme ça. Il me semble qu'on on l'engueule pour ça. Et dès qu'il y a cet équilibre qui s'écrase, il y a une révolte qui explose mais de manière très violente. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment que c'est un film qu'on subit, mais de manière très positive, c'est-à-dire qu'on est acteur du film en quelque sorte. Parce que la caméra, comme tu disais Pierre, elle existe, elle se montre. En même temps, elle n'est pas trop présente, mais elle est là, vraiment, on la voit, cette caméra. Et moi, j'aime bien quand le cinéma arrive à doser cela, parce que c'est pas facile de pouvoir représenter le point de vue de la caméra, puisque moi c'est quelque chose que j'ai tendance à dire très souvent, la caméra c'est le prolongement mécanique de l'œil humain, puisque la caméra, par exemple, un plan qui tremble, c'est normal, puisque on m'a déjà fait cette remarque, quand ça tremble au cinéma, c'est insupportable parce que c'est pas bien cadré, il n'y a pas de steadicam. Mais le truc, c'est que c'est pas une faute technique, c'est un prolongement d'un point de vue et le point de vue de la caméra. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse au cinéma, c'est comment la caméra elle-même va représenter le point de vue soit des personnages, soit du film lui-même. C'est tout ce qui est montré un peu dans le film de Dziga Vertov, qui est l'homme à la caméra, puisque c'est vraiment la base de ça, puisque dans ce film-là, on voit littéralement une caméra où il y a un œil derrière l'objectif, à un moment dans le film. Et c'est ça, en fait, moi je pense que c'est ça qui est important. Et le film arrive à faire ça, Nala, parce que à la fin, on est un peu tétanisé, en fait, en quelque sorte. On ne sait pas trop comment raccrocher les wagons. En plus, il y a ce caractère de puzzle éclaté, puisque le montage est assez cut. Il y a un jeu sur la temporalité qui fait qu'on peut être parfois un peu perdu. En même temps, j'aime bien cet aspect-là parce que ça donne un aspect immédiat à ce qui se passe. Il y a une forme d'immédiateté on a l'impression que tout ça se passe sur une semaine, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, moi, j'ai vraiment été très, très, très surpris par le film pour ça. Et j'ai envie de le revenir revoir. rapidement sur ce que tu dis sur la temporalité, on comprend que toutes les scènes sont pas exactement dans l'ordre. Oui. On comprend que, mais en même temps, il n'y a pas d'indice pour reconstituer la temporalité. Du coup, on est toujours dans ce rapport au temps très particulier qui est qu'on sait qu'on n'est pas dans le présent, mais vu qu'on n'arrive pas à situer, on est toujours dans une forme d'instantanéité d'un point de vue sensoriel, émotionnel. On est toujours dans tout est actuel dans le film. On est toujours dans une forme d'actualité. On n'est jamais rétrospectif. On sait jamais quelle scène est après quelle autre lorsqu'on comprend que tout n'est pas chronologiquement linéaire. Mais c'est pas un problème parce que finalement, quand une scène apparaît, c'est que l'émotion qu'elle procure, quand il y a un flashback, c'est que l'émotion qu'il procure est actuelle pour les personnages. Et finalement, le film arrive à créer cette actualité
d'un point de vue temporel et émotionnel. Michael, et ensuite je vous J'aimerais- lis je vous lis quelque chose. C'est très troublant parce que tu as utilisé le mot instantanéité, Pierre, et tu verras pourquoi c'est assez troublant. Michael, je t'en prie. Déjà, j'aimerais revenir sur la phrase que disait Artaud, la caméra, c'est le prolongement mécanique de l'œil humain. Dans Nala, je trouve qu'il y a un plan qui est très représentatif de ça. C'est quand Nala, elle fait un plateau télé, une interview en fait, et le Mhm. plan, la caméra commence sur le retour vidéo de la caméra du plateau. Et après, elle se décale du retour vidéo et elle filme directement Nala en train de répondre aux interviews. Et je trouve que c'est vraiment une espèce de mise en image de la phrase que tu disais tout à l'heure. Donc pour ça m'a fait penser à ça. Et d'ailleurs, cette notion de télévision, c'est un truc qui m'a beaucoup fait tiquer dans le film, c'est que j'avais vraiment l'impression dans le film d'avoir par moment une mise en scène télévisuelle, mais télévisuelle dans le sens d'un plateau télé, ou même d'un reportage en fait. Dans le sens où on est à des zooms très marqués dans le film, on voit les zooms, mais limite comme dans un plateau télé en fait. Comme si, littéralement en fait, on voyait tous ces gens vivre et on essayait de les étudier par la caméra par un côté plus pas par un côté une mise en image, une mise en scène très une mise en scène de cinéma, mais vraiment par un truc très simple de télévision qui va essayer de se rapprocher des gens par des zooms, par des travelling, pareil des travelling que ça veut dire quand il y a des travelling dans le film, on sent limite les rails qui sont sous la caméra. C'est vraiment cette impression qu'en fait la technique elle est vraiment acteur du film comme elle est acteur d'un plateau de télévision. Et c'est un truc qui m'a profondément marqué dans le film parce que j'ai jamais vu cette forme de mise en scène télévisuelle au cinéma en fait. Donc c'est très perturbant je trouve. Et en même temps c'est marquant parce que ça fait vraiment des images, ça veut dire ça fait vraiment une espèce de cinéma vérité, je sais pas comment dire autrement, où tout communique en fait vraiment la caméra, les personnages, la situation et même le réalisateur parce que à travers le personnage de Lardy, pour moi il y a vraiment une espèce d'incarnation du réalisateur, un Algérien qui est au Liban et qui regarde la situation par son appareil, pour Lardy son appareil photo, pour le réalisateur sa caméra. Et donc j'ai vraiment voilà, cette impression qu'en fait il y a la caméra, tout l'aspect technique du film qui communique, le réalisateur à travers l'intermède de Lardy et le reste du film, la fiction en fait, et en même temps la fiction, les événements réels auxquels la fiction fait référence et répond, et vraiment tout communique avec le spectateur en plus, et c'est une espèce de conversation un peu chaotique, parce que comme toute conversation avec beaucoup de monde, il y a des fois ça se chevauche un peu, il y a des gens qui parlent les uns par-dessus les autres, en même temps c'est très chaotique, et en même temps c'est très vrai, voilà. Parce que c'est-à-dire que tout est sincère, tout est et donc il y a des artifices parce que ça reste une fiction, mais les artifices, on te dit que c'est des artifices en fait, voilà. Et en même temps, on essaie quand même d'aller à la vérité. Par exemple, l'actrice qui joue Nala, c'est une actrice amatrice, et ça aussi c'est un parti pris intéressant de faire jouer l'actrice principale du film par une amatrice, donc une actrice qui ne va pas forcément avoir une grosse habitude de jouer, d'inventer des personnages, des émotions, donc ça va être plus vrai. D'ailleurs, l'actrice de Maha aussi, jouée par une actrice amatrice, et elle disait il y a un court documentaire réalisé par, j'ai perdu le nom de la réalisatrice du documentaire, enfin, du making-of sur Nala. Jocelyne Saab. Voilà, Jocelyne Saab, désolé. Ah mais oui. Voilà. Regrettée Jocelyne Saab qui était oui. grande cinéaste. Très grande cinéaste. Voilà. Et dans ce making-of, l'actrice de Maha, elle dit que quand elle joue, comme c'est pas une actrice, ben en fait, elle le joue comme elle le ferait vraiment. En fait, elle essaie d'être spontanée, d'être elle-même dans son jeu. Et donc il y a une sorte de franchise autant dans le jeu, dans le fait d'assumer la technique comme présente, la caméra comme présente limite dans la digeste du film. Donc du coup, il y a vraiment cette question d'authenticité qui est très rare, qui est comme quand on regarde un plateau télé en fait. C'est-à-dire que on aurait limite l'impression que c'est indirect en fait par moment. Donc ça revient un peu à la notion d'instantanéité dont qui a parlé. On a vraiment l'impression de voir un direct de télévision, mais sous une forme de fiction qui se déroule devant nos yeux. Et si je peux très brièvement ajouter un Mais truc quand même. vas-y, je t'en prie. Avant de passer à la suite, c'est quand tu parlais des zooms, ça m'a interpellé parce qu'en effet, il y a quelque chose avec les mouvements de la caméra et les jeux optiques avec les zooms
et la nervosité du montage, j'ai cette impression d'avoir une caméra qui cherche à chaque fois à trouver la bonne distance. Mais voilà, c'est cette impression que la recherche de la bonne distance et du bon cadrage ne s'est pas fait en amont du plan dans un travail de composition. On a l'impression que la caméra cherche pendant le plan à trouver la meilleure manière de cadrer la scène, d'essayer de trouver la distance qui rendra justice à son sujet. Et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellé, cette manière dont la caméra avait... justement, elle est omnisciente, mais en même temps, elle est vacillante, elle essaie de construire quelque chose dans le plan, et non pas de montrer un édifice déjà construit. Et dans le rapport au personnage, ça me rappelle beaucoup, et je sais que j'en reparlerai plus tard, mais ça me rappelle beaucoup le travail de... Et je sais que ça va te parler aussi, Samir, d'Arnaud Desplechin. Ah c'est pas possible, tu m'as déjà entendu en parler. Tu me l'as déjà. Non, mais alors, pour l'anecdote, parce que il se possible. trouve que pendant le film, quand je l'ai regardé, donc Youssef Zaya m'a beaucoup, dès le début, dans ce rapport du personnage qui regarde en fait, j'appellerais ça l'homme qui regarde le monde et qui regarde les femmes. C'est un personnage qui existe non pas par ses actes, par son discours et par son regard. Et c'est un personnage qui du coup m'a beaucoup rappelé, et je sais le plus beau compliment que je puisse faire à un acteur, qui m'a beaucoup rappelé Mathieu Amalric. Et... Dans quel film de Desplechin? Dans tous les films de Desplechin, mais en particulier Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Il se trouve qu'après avoir vu le film, je cherche des... Je me fais cette réflexion après avoir vu le film. Je cherche des articles sur Nala, des critiques, et je tombe sur un article de 2010 sur Africiné écrit par un certain Samir Arjoum qui parle du rapport entre Nala et comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Et ça a été foudroyant, la surprise, parce que ça m'était venu en tête immédiatement en voyant le film. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir comment je me suis disputé ma vie sexuelle au Liban au départ, avec ce personnage de Youssef Zaya qui regarde les femmes, qui regarde le monde, qui a quelque chose d'un peu effacé, mais qui pourtant a une présence incroyable, avec un regard qui raconte des choses. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. Mathieu Amalric est pour moi le plus grand acteur en activité actuellement. C'est un type dans lequel je me retrouve énormément. Et ça m'a énormément interpellé. Et le fait de... Et te lire, et justement tomber sur toi qui écris ça, Samir, ça m'a interpellé. Bah écoute, c'est très déstabilisant parce que ça m'a déstabilisé aussi. Oui, mais avec beaucoup, je suis comment dire ça, avec beaucoup de voilà, je vais être un peu égocentrique. Je me dis, j'avais un peu raison quand même. 11 ans avant cela, j'avais un petit peu raison. Donc je suis assez content. Et effectivement, oui, pour moi c'est indéniable. Et pour la petite histoire, j'ai même été jusqu'à envoyer une copie du film à Why Not Productions en leur disant, écoutez, est-ce qu'il est possible que Arnaud Desplechin puisse voir ce film, parce que pour moi il y a quelque chose beaucoup plus avec comment je me suis disputé. Et alors eux l'ont vu, mais je crois qu'il ne l'a pas vu lui. Donc, mais c'est marrant et c'est intéressant aussi. Et même la caméra, et puis la manière dont la caméra, justement, cette notion de chercher la bonne distance, je la retrouve même encore plus dans Roi et Reine, peut-être. Ça m'a fait aussi penser un peu le côté nerveux et le côté, voilà, c'est envie de construire le plan, de mettre la construction du regard dans le plan. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le montage de Roi et Reine, dans sa caméra si particulière. Et là, je vais vous lire maintenant quelque chose, mais la première fois que j'avais rencontré Farouk Beloufa, je lui en avais parlé de cela. Et il connaissait le cinéma d'Arnaud Desplechin, et il avait vu ce film-là. Et quelques années après, je l'avais interviewé pour ce film. Et il me disait que peut-être, mais que malheureusement, lui, il avait fait qu'un seul film, alors que Arnaud Desplechin continue d'en faire. Voilà, c'était comment il voyait les choses. Il y a un moment, je vais vous lire un extrait d'une interview que Beloufa m'avait accordé, et à un moment il parle du traitement, du style de mise en scène dans son film, et j'aimerais partager ça avec vous et puis avoir votre avis. Alors il dit: dans la première partie, la mise en place de la situation est classique.
Deux thèmes vont s'entrecroiser, se nourrir mutuellement, installer le spectateur dans la réceptivité de la violence de la guerre civile qui va déferler et en contrepoint de la chanteuse et de ce qui se réfère à sa voix, la musique, le rêve, l'imaginaire et l'inconscient. Les deux thèmes, la guerre au Moyen-Orient ou la chanteuse dans les films arabes, relèvent de l'aspect mythique. Puis, dès que les combats envahissent la ville, le traitement stylistique est plus proche du reportage d'actualité, direct, sur le vif, depuis les dialogues jusqu'au traitement formel des relations entre les personnages. Certaines séquences relèvent de l'esquisse, le trait étant épuré, l'ambiguïté fait partie du propos, les personnages sont moins affirmés, moins sûrs, le style brutal et direct de la captation du vécu devient prégnant et obsédant même, libérant ainsi un discours sur l'incertitude présente de ce qui peut arriver par le biais d'un traitement furtif de ce qui est insaisissable. C'est Rossellini qui a cultivé ce genre d'approche, c'est-à-dire l'instantanéité du présent filmique. Un plan aussi élaboré, aussi minutieusement préparé soit-il, doit rester inattendu, surprenant. Il est vivant, donc le plan, s'il palpite de quelque chose d'irréductible. Le tournage a un rôle majeur dans cette configuration, bien sûr, mais dès le scénario, cela doit être intégré dans l'écriture. C'est une base fondamentale. Le profil des personnages, les situations, tout cela intègre cette part d'inconnu, en creux ou explicitement. Et donc, oui, donc voilà, il parle de ça, de ce qui est insaisissable finalement, et de l'instantanéité. Donc c'est pour ça que je suis très amusé quand j'entends dans ta bouche ce mot-là, parce qu'il y a quand même il y a une sacrée connexion. Par rapport à ce qu'il dit, il y a des choses qui ont été dites, hein, que vous avez dites aussi. Je pense à Michael quand il parle de cette étrange et paradoxale mise en scène qui se refait à la télévision et qui en même temps donne quelque chose de vrai. Il en parle, il parle de reportage direct, tout ça. Mais par rapport à tout cela, comment vous pouvez rebondir sur ces propos-là? Allez, Nicolas. Déjà, moi, la comparaison avec Rossini, elle est très intéressante parce que quand j'ai vu le film, j'ai pas arrêté de penser à Allemagne année zéro, en fait. Si jamais vous avez l'occasion, voyez-le, parce que c'est un des films d'ailleurs, c'est un film très audacieux, puisqu'il dépeint le contexte post-régime nazi à Berlin, et comment un enfant va vivre ça. Et c'est intéressant parce que il y avait cette idée aussi d'immédiateté, effectivement, dans Allemagne année zéro, puisque le film suit donc la déambulation dans Berlin d'un petit garçon qui est complètement perdu, qui n'a plus de famille. Je crois qu'il a sa famille, mais je sais plus. Enfin, si, il est orphelin, il me semble, dans le film. Et c'est vrai que quand on pense au personnage du journaliste dans le film, quand il arrive et quand il déambule à Beyrouth, on a l'impression qu'il est un peu orphelin aussi. Parce que il est un peu perdu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous aussi, spectateurs, nous sommes un peu perdus parce que, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a donc ce montage qui est un peu immédiat, qui est un peu violent en quelque sorte, puisqu'il y a des coupures qui sont très très incohérentes, mais c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de vivre, comme le disait Pierre, cette histoire de manière instantanée. Donc il n'y a pas de coupure, enfin il n'y a pas de coupure dans le rythme de visionnage. C'est-à-dire qu'on peut pas être en dehors, parce que à chaque fois il y a une forme d'explosion de tout ce qui entoure le film. C'est-à-dire que on commence avec donc ce plateau télé. D'ailleurs, une ouverture qui ferait penser presque à un Brian De Palma, hein, parce que bon, c'est quelque chose que l'on pourrait voir par exemple dans un film comme Snake Eyes qui s'intéressait justement à comment la télé justement et la caméra pouvaient jouer sur le non-dit et aussi sur les sentiments des personnages, puisque quand même l'ouverture du film permet en fait de comprendre les sentiments de cette chanteuse, parce que elle se fait repoudrer. Il y a tout le processus de fabrication d'une image qui est vraiment... moi, c'est un truc que j'adore, parce que quand un cinéaste arrive à dialoguer autant avec le spectateur dès la première image du film,
c'est quand même quelque chose qui est assez admirable, dans le sens où, du coup, on a le cinéaste qui nous met en avant la fabrication d'une image, et surtout d'une image de propagande, entre guillemets, puisque cette chanteuse, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'équilibre du régime qui était en place, puisqu'elle travaille avec eux, elle permet aux gens d'être heureux, hein, c'est tout simplement ça. Et on sait très bien que par exemple, dans un régime totalitaire, on passait toujours de la musique. Pourquoi? Bah, pour maintenir les gens heureux, pour maintenir les gens dans une espèce d'illusion. Et dès qu'il y a l'illusion qui se brise, donc dès que le moment où cette personne perd la voix, bah, on comprend que bah, c'est fini et qu'il va y avoir, un conflit et que les gens vont se réveiller. Et d'ailleurs, même parce qu'elle retente de chanter après, et on se rend compte qu'elle chante moins bien. Il y a moins de cœur là-dedans, j'ai l'impression. Elle a perdu sa voix Ouais. aussi. Il y a Elle a perdu sa voix, voilà. Elle perd sa voix à un moment. C'est pour ça qu'elle arrête de chanter. Donc ce Voilà. moment-là est assez. Et il y a un moment où ils essayent de l'enregistrer pour justement pour Ah bon. ouais, voilà, où ils essayent de la réenregistrer alors qu'elle a perdu sa voix à la fin, vers la fin, je crois que c'est vers les 1h20 du film, un truc comme ça, si je me souviens bien. Et en fait, ils se rendent compte qu'elle chante moins bien, qu'elle a, voilà, qu'elle est en perte. Et ils enregistrent quand même, parce qu'ils ont besoin d'elle pour pouvoir maintenir cette illusion. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, parce que j'aime bien, ouais, c'est une thématique qui m'intéresse, c'est comment le pouvoir se maintient. Et comment le pouvoir tente de se servir de... Et on sait bien que d'ailleurs le pouvoir actuellement au Liban, bah, il est totalement mort, enfin, surtout avec ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec la fameuse explosion, euh, qui a fragilisé encore plus l'institution gouvernementale. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment comment le film montre aussi la mutation des personnages, puisque les personnages évoluent. Et, et effectivement, il y a ce personnage dont on n'a pas encore parlé, mais de Maha, qui est la journaliste féministe, qui est très libre en fait, qui héberge justement Nahala. Et moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est le personnage le plus vivant du film en fait, le plus animé de force de vie, quoi. Enfin, il y a une forme de... C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est elle en fait qui conclut le film, hein, qui regarde la télé. C'est elle qui regarde l'horizon. C'est Non, Youssef c'est qui regarde la l'arbitre télé. qui regarde la C'est l'arbitre qui Ah regarde non, la t'as télé. raison. C'est l'arbitre. Oui, t'as raison. Mais c'est vrai qu'elle est dans le film, enfin, elle est à la fin, c'est elle qui. Elle est à la En fin, fait, c'est elle la connexion de tous ces personnages. De C'est pas tout ça, forcément, c'est pas Nehla réellement. Je pense que tu as bien raison, le personnage, le moteur du film, si on peut associer ce mot-là à un être humain, ce serait plus. Bon, là, pour le coup, c'est un personnage de fiction, ce serait effectivement Maha. Maha, qui est Ouais. effectivement, il y a quelque chose de très fort dans ce. Ouais. Pardon, Elle je opère te une laisse. forme c'est elle qui en quelque sorte fait circuler le point de vue dans le film. Elle Ouais. opère une forme de circulation qui se ressent beaucoup d'ailleurs dans les mouvements de la caméra et le film a un mouvement qui est un mouvement de circulation entre des personnages et c'est vrai qu'elle elle est au centre de ce mouvement de circulation. Bah, D'ailleurs, Et du coup- c'est rigolo parce que pendant tout le film, on explique qu'on fait de Nala une image, qu'on iconise tout ça, mais la seule photographie qu'on verra vraiment dans le film, c'est une photographie de Maha, prise par l'arbitre, justement. Exactement. Je n'y avais Il jamais la pensé. mettant, en fait, il a iconisé en fait quelque part ce personnage. Puis même comment elle est, enfin la façon dont elle est filmée, parce que disons que c'est en plus je parlais du physique des actrices et tout ça, et donc de la façon dont on fabriquait une image, avec tout le processus de l'introduction, le fait de poudrer le personnage, de le maquiller, et quand même Maha, c'est quand même le seul personnage qui est vrai, même physiquement. C'est-à-dire qu'on voit, c'est une personne qui doit avoir sûrement 40 ans, qui doit approcher la cinquantaine sûrement. On voit un peu les premières aspérités du visage. On la voit, en fait, sur les plans serrés que fait le cinéaste, on voit que c'est un personnage qui est marqué, quoi, qui a quelque chose de très humain en fait par rapport aux autres. Il n'a pas besoin d'être fabriqué comme une poupée de cire, quoi. Il y a pas, parce que quand on voit l'ouverture avec Nahala, on a l'impression effectivement que Nahala c'est un
personnage qui n'existe que par cette image-là de la chanteuse qui est belle, qui tente de faire vivre les gens aussi. Mais et Maha, je trouve elle se soucie même pas de son image, c'est-à-dire qu'elle se soucie surtout de comment l'histoire va avoir un impact sur cette vie-là, en fait, de la façon dont cette histoire va avoir un impact. On a l'impression qu'elle est consciente. C'est parce que Nala, quand elle s'arrête de chanter, qu'elle voit l'image qui peut préfigurer justement les tirs de roquettes et la violence, elle est estomaquée, quoi, au point d'en perdre sa voix. Mais là, on a l'impression qu'elle a une forme qu'elle anticipe pas la chose, mais qu'elle est prête à affronter ça. Je sais pas si vous avez eu cette impression-là aussi, mais c'est un personnage fort en tout cas, mais fort dans le sens où elle a une force d'intelligence qui est là, qui est présente. C'est elle parce qu'elle est dans ce journal, c'est elle qui mène de tambour battant tout ça, quoi, toute cette. Et c'est elle qui sauve les personnages aussi, d'une certaine façon. Pierre, Michael. Par rapport à. Pour revenir sur ce que disait Beloufa, quand il parle. Ce qui m'intéresse, c'est quand il parle de ce moment, de ce concert où Nala perd sa voix. Il y a un point de bascule qui s'opère dans ce film et qui m'a beaucoup frappé. Parce que c'est un point de bascule. En fait, c'est comme Beloufa le disait, il y a quelque chose de l'ordre du rêve et de la mythologie dans la première partie du film qui bascule vers quelque chose de plus réel, de plus cru et de plus brutal. Oui. Donc en fait, c'est un basculement qui s'opère. C'est un espace dans lequel s'opère un basculement d'une réalité vers une autre. Donc d'une réalité du rêve et de la mythologie vers une réalité vers la réalité crue, réelle et dure de la guerre au Liban. Et ça m'a rappelé un autre basculement qui aura lieu plus de 10 ans plus tard à la télévision, dans un sens inverse, en fait, qui fera basculer un monde de la réalité d'une petite ville qu'on aura suivie pendant une trentaine d'épisodes vers un monde cauchemardesque à travers aussi un concert où la lumière s'éteindra, où cette fois-ci, on ne perdra pas la voix, mais au contraire, on passera du silence vers un concert où, de la même manière, la lumière s'éteindra, on commencera à avoir des flashs lumineux, et dans ce coup, on basculera dans un monde de rêve et de cauchemar. Je parle du dernier épisode de la saison 2 de Twin Peaks, avec l'arrivée de Dale Cooper dans la loge noire. Et ça me rappelle un peu ça. C'est-à-dire que là, quand Nala perd sa voix, j'ai l'impression de voir le mouvement inverse. En fait, quand elle perd sa voix, qu'on bascule du rêve vers la réalité à travers la perte de cette voix, j'ai l'impression de voir le mouvement exact inverse de ce qui s'opère quand Dale Cooper pénètre dans la loge noire et qu'on passe de ce silence vers ce cauchemar qui, lui, sera bruyant, lui, sera un cauchemar musical presque, à travers, cette fois-ci, la lumière qui s'éteindra, les flashs qui arriveront, et j'ai vu le même mouvement, j'ai vu ces mouvements opposés qui, du coup, m'ont beaucoup frappé dans cette manière d'opérer un lien entre le rêve et la réalité dans un espace qui est entre les deux, à travers le chant de Nala. Et sachant que Twin Peaks, c'est pour moi une œuvre absolument fondatrice. Il suffit de voir le nom de notre podcast et son origine. Sans blague. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'on parle de Twin Peaks dans le cadre de la table en Formica, donc c'est un moment historique. Et ça aura été pour Nala. C'est beau. On va conclure avec Mickaël par rapport aux propos de Farouk Beloufa, pardon. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est compliqué de rajouter quelque chose parce que je trouve que ce qu'ont dit Arto et Pierre est déjà très intéressant. Mais j'aimerais juste revenir un peu sur la voix de Nala, un truc qui me interpellait dans le film. C'est en fait, au début du film, plus que son image, Nala elle se soucie de sa voix. Son image, c'est plutôt les autres qui s'en soucient. Les gens, cette espèce de Pygmalion, en fait, qui s'occupent d'elle et qui la peuponnent, qui la maquillent, qui la font faire des interviews, qui la font paraître. Voilà. Elle se soucie de sa voix et surtout, elle le dit, elle le verbalise, elle veut juste que les gens aiment sa voix, en fait, et que ça les touche. Et ça se sent, je pense au plan quand l'Arabie est une vive balade et qu'il y a les vieux qui écoutent à la radio la chanson de Nala et normalement une vie qui dit d'un vieillard que il est silencieux et que ça fait 13 ans qu'il parle plus et juste on le voit silencieux et écouter la musique et
on voit comment limite ils sont touchés personnellement en fait, comme si en fait de la même manière que le film dialogue avec le spectateur, la musique de Nala dialogue avec les gens, avec les vieux. On nous dit aussi avec les jeunes parce que comme ça c'est une icône des jeunes, mais c'est une musique populaire qui parle avec les gens. D'ailleurs, c'était une planteuse dans vraiment une des sonorités de musique populaire dans le documentaire, toujours sur le film. C'est Beloufa lui-même qui dit qu'il veut des intentions populaires dans la musique, que ça fasse musique commerciale, parce que c'est une musique qui parle au plus grand nombre, qui parle à tout le monde. Et à la fin du film, c'est quand elle a repris sa carrière après l'interruption parce qu'elle a perdu sa voix, c'est des textes peut-être plus travaillés, peut-être moins commerciaux, mais justement, c'est plus sa voix qui compte et qui rayonne pour les gens, c'est devient une image. Et quand, justement, Maha revoit Nala à la fin du film et qu'elle est très bien habillée, qu'elle est vraiment habillée comme une espèce de diva, comme une star, chose qu'elle n'est pas vraiment au début du film. Je veux dire, jamais au début du film, elle est jamais habillée vraiment de façon ultra extravagante. Là, vraiment, avec le foulard, les lunettes de soleil, ça fait vraiment une espèce de cliché de diva. Et je trouve ça intéressant comme quoi c'est plus sa voix qui prime, mais juste son image. Et d'ailleurs, quand Nala discute avec sa femme, à un moment, elle se fige, elle arrête de parler, elle arrête tout son, et juste elle reste figée, un peu comme quand elle a perdu sa voix, en fait. C'est le point de bascule où, en fait, c'est plus une voix qui est là pour dialoguer avec les gens, qui est là pour parler avec eux, pour leur faire éprouver des émotions, mais juste une image, une icône vide, en fait, du coup, est juste en fait, elle revient à la limite de la propagande, comme l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une image qui est censée, de beauté qui est censée justement incarner ce plaisir, cette illusion de beauté, de richesse, tout ça, mais qu'au final est vidée, en fait, elle a littéralement plus de voix. C'est-à-dire qu'elle a littéralement plus, elle perd ce qui fait sa substance. Et c'est surtout ce qui permet de communiquer avec le plus grand nombre, avec la masse, voilà, pour devenir une image vidée de sens. Voilà. Et donc, du coup, c'est justement cette perte de communication on peut aussi dire que c'est cette perte de pouvoir de parole, de pouvoir de communiquer avec la masse, qui déclenche aussi les hostilités dans le film. Parce qu'à partir du moment où elle perd sa voix, où ça ne devient plus une image, que la guerre commence, que les massacres, les guerres civiles, tout ça se déroulent. Et tout arrive. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la scène où l'Arby se prend une balle dans l'œil, c'est une scène de guerre où tout le monde se tire dessus. Et justement, je trouve ça intéressant qu'en fait, le moment où la guerre se déclare, où ils ont perdu leur l'icône qui communiquait avec eux, il ne reste plus qu'une idole vide. Et ben, à ce moment-là, les images sont détruites. En fait, l'appareil qui permet de faire les images, les photographies, les icônes, justement, il est détruit. Il n'y reste plus que la violence, en fait. Comme si il y avait une sorte de violence qui détruisait à la fois la voix, les images, tout ce qui une autodestruction, en fait, du film en lui-même, en fait. De tout ce qui, de tout le lien, de toute la communication qui tenait autant le film que le Liban en lui-même, que même les pays arabes en eux-mêmes, en fait. Comment cette destruction s'opère par la destruction de la communication qui se crée par l'art, par la photographie, par la chanson, en l'occurrence par le cinéma, et même par la télévision, parce que la réutilisation des artifices de télévision dans le cinéma, le reportage, comme le disait Beloufa lui-même dans l'interview que je citais tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment est-ce que toute cette espèce d'icônes artistiques se détruisent ou deviennent des idoles vides et tout ça en fait engendre la violence ou est causé par la violence et la destruction, l'autodestruction de tout ce milieu, de tout ce monde. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans le film. En tout cas, durant 53 minutes, on a dit, des mots ont été soulevés. Il y a eu chaos, il y a eu dépaysement, tutoiement aussi, le fait que il y a cette incroyable possibilité de voir que la caméra peut vous tutoyer. On a fait des comparaisons, enfin des connexions avec Arnaud Desplechin. Avec une grande joie de ma part. On a parlé de Lynch aussi, ça c'est quelque chose que j'avais pas pensé, donc effectivement à revoir, puis l'instantanéité, tout cela.
C'était un plaisir en tout cas de vous écouter parler d'un film que vous n'aviez pas rencontré encore sur votre chemin. Et donc c'est quelque chose peut-être que je tenterai de nouveau plus tard avec vous et d'autres personnes aussi, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir fait l'effort. Mais je pense que c'est pas un effort parce qu'à partir du moment où vous regardez beaucoup d'images, donc c'est quelque chose qui est tout à fait logique pour vous. Mais en tout cas, d'avoir pris le temps et de regarder ce film et d'y réfléchir et surtout d'en parler aujourd'hui. Merci, je suis vraiment assez merci content. À toi, de nous avoir invités et peut-être même encore plus de nous avoir fait rencontrer ce film. Oui. Alors, je rappelle, mais ça, c'est des termes, c'est des petites choses publicitaires, mais c'est important quand même. Au début, je les ai présentés, je les ai associés à des chaînes. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, les liens qui renvoient à la chaîne YouTube La Table en Formica, mais aussi à la chaîne d'Artopolis et Scope, le podcast qui regroupe pas mal de vidéos. Et juste comme ça, pour information, La Table en Formica vient de publier une dernière vidéo autour de l'œuvre de Bruno Dumont. Voilà, c'est 3 heures à peu près. Prenez votre temps et ça risque d'être assez patient. Je ne l'ai pas encore écouté, parce qu'au moment où on enregistre cette émission, la vidéo vient d'être publiée il y a quelques heures, donc on va prendre le temps d'écouter. Je vous souhaite à tous les trois d'agréables fêtes de fin d'année, et encore merci beaucoup, et on se retrouve, j'espère, à l'année prochaine en 2022. À l'année prochaine. Bonne journée les gars, merci beaucoup. Au revoir. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.